Christian Jacob et des membres du groupe Les Républicains une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 de notre règlement. Et je vais passer la parole à Monsieur Marc Le Fur qui vient défendre cette motion de rejet préalable pour une durée ne pouvant excéder 30 minutes, chers collègues. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Ce projet de loi de finances rectificative nous permet d'aller au fond des choses sur la question du prélèvement à la source, n'escamontons pas ce débat. Il s'agit là d'une réforme considérable qu'on aurait bien tort d'imaginer comme limitée au seul recouvrement de l'impôt. C'est la logique même de notre système fiscal qui en est bouleversée. Avec l'examen de ce projet de loi de finances rectificative, nous avons la seule véritable occasion d'évoquer concrètement, dans l'hémicycle, les conséquences de ce passage de prélèvement à la source. Je vous rappelle que le changement de mode de perception de l'impôt a été voté à la fin de la précédente législature par une majorité et un gouvernement finissant, pour ne pas dire agonisant. Nous avions brièvement retrouvé ce prélèvement à la source à l'occasion du débat sur les ordonnances. Curieusement, ça avait été associé aux ordonnances parce que, Monsieur le Ministre, vous ne vouliez absolument pas à l'époque faire de loi de finances rectificative. Enfin, nous avons l'occasion d'aborder ce sujet. C'est peut-être la dernière fois dans ce mandat, alors que concrètement, c'est une réforme essentielle, conséquente, redoutable pour nos compatriotes. Donc nous y sommes. Nous allons le faire à l'occasion de l'article 9 de cette loi de finances rectificative. Un peu d'histoire. La gauche voulait faire une grande réforme fiscale qui devait profondément bouleverser les fondements même de l'impôt sur le revenu. L'idée en particulier était de rapprocher l'impôt sur le revenu et la CSG. Rappelons-nous les noms des initiateurs de cette réforme, messieurs Ayrault, Muet, Piketty, qui s'étaient fait les apôtres de cette réforme. Réforme sournoisement entamée avec la réduction des effets du quotient familial. Mais lors des échecs électoraux de 2014, la gauche a dû réduire ses prétentions et abandonner ce projet global. Une forme de compromis à ce moment-là a été adoptée au sein du PS. À défaut d'une réforme plus globale de l'impôt sur le revenu, on réformera les modalités du recouvrement de l'impôt avec l'instauration du prélèvement à la source. Mais en réalité, les auteurs de la réforme avaient bien à l'esprit une réforme plus large, avec la volonté de casser le système familial que nous connaissons, avec pour perspective l'individualisation de l'impôt et bien toujours là le rapprochement entre l'impôt sur le revenu et la CSG. En France, l'impôt est jusqu'à présent familialisé. Il repose sur le foyer fiscal, sur les revenus perçus par ce foyer fiscal, mais aussi sur les charges qu'il doit supporter. C'est la capacité contributive qui est au cœur de notre Constitution, de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui parle de faculté contributive. La retenue à la source constitue le cheval de Troie de la fin de la familialisation de l'impôt sur le revenu et de la fusion de l'IR et de la CSG, en dépit de ce que bon nombre de personnes ont pu affirmer. La logique voulue par le précédent gouvernement était que l'année 2017 soit une année de transition et que le prélèvement à la source devait intervenir au 1er janvier 2018. Avec l'ordonnance, vous n'avez fait que décaler d'un an la réforme sous un prétexte technique. L'année de transition devient l'année 2018 avec application au 1er janvier 2019. Mais en réalité, il s'agissait de ne pas appliquer la réforme du prélèvement à la source concomitamment à l'augmentation de la CSG que vous souhaitez, et qu'hélas, votre majorité a voté il y a quelques minutes. C'est de cela dont il s'agit, puisque au 1er janvier 2018 interviendra l'augmentation de la CSG et, c'est vrai aussi, la baisse des cotisations sociales salariales. En appliquant au même moment l'augmentation de la CSG et le prélèvement à la source, vous provoquiez un choc fiscal. Donc, pour éviter cela, vous avez préféré, étaler la réforme. Donc, en fait, de motivation technique, comme vous le prétendez, il s'agit uniquement de motivation de nature tactique. Chacun l'aura bien compris. Qu'est-ce qui pourrait justifier le prélèvement à la source ? Au-delà des arguments qu'on nous sert régulièrement de modernité ou de comparaison internationale, ne faisons pas des comparaisons internationales quand la nature des impôts est aussi différente.
Ce mode de recouvrement pourrait se justifier si nous rencontrions des difficultés de perception de l'impôt. Ce n'est pas le cas. Notre impôt sur le revenu est perçu à 98,5%. Ce prélèvement à la source pourrait se justifier s'il s'agissait de simplifier la vie de nos compatriotes. Là non plus, ce n'est pas le cas. La mensualisation a changé les choses et plus récemment, la déclaration pré-remplie a également simplifié la vie de nos compatriotes. Autant d'éléments de progrès qui ôtent l'intérêt essentiel du prélèvement à la source. Mes chers collègues, avec le prélèvement à la source, on vend aux Français des illusions. L'illusion de la simplicité, tout d'abord, sachant que la déclaration d'impôt demeurera. L'autre illusion est celle de l'immédiateté, de la contemporanéité, comme on nous dit. Voyez les choses en face et sans détour, mes chers collègues. Il n'y aura aucune contemporanéité dans les taux, dès lors que le taux de l'impôt sera calculé à partir des années précédentes. Pire, il y aura dans l'année 2 taux, à savoir le taux calculé sur l'année N-2, qui s'appliquera de janvier à septembre, et un autre taux calculé sur l'année N-1 qui s'appliquera de septembre à décembre. On voit déjà la complexité de l'exercice. Le contribuable pourra certes, en théorie, choisir de moduler le taux, ce qu'il peut faire déjà aujourd'hui au demeurant. Mais s'il le fait à mauvais escient, les pénalités seront conséquentes. Il n'y a pas d'avantage d'immédiateté pour le crédit d'impôt et les déductions d'impôt qui donneront lieu à un remboursement l'année suivante. Il y a donc désormais dans l'impôt 2 temps différents, le temps du paiement et le temps de l'éventuel remboursement des crédits et déductions d'impôt. Aujourd'hui, les contribuables acquittent en année N un impôt sur les revenus de l'année N-1. On tient compte pour ce calcul des revenus de l'année N-1, mais aussi des réductions d'assiette, des déductions d'impôt, des crédits d'impôt. Tout cela se calcule sur cette même année N-1. Désormais, ce ne sera plus le cas. On paiera tout de suite sur les revenus salariaux perçus, et ce n'est que l'année suivante, au vu de la déclaration d'impôt, que l'on pourra bénéficier d'éventuelles réductions d'impôt ou crédits d'impôt. Quand on paye tout de suite et que l'on s'en fait rembourser éventuellement après une année, cela veut dire que le coût en trésorerie sera lourd pour le contribuable, sera lourd pour nos concitoyens. Les contribuables feront la trésorerie de l'État. Un exemple très concret, je prends le cas d'un contribuable qui décide de passer aux frais réels. Il y a des millions de nos compatriotes qui sont dans ce cas. Jusqu'à présent, lors de l'année N, il déclare les revenus de l'année N, lors de l'année N+1, pardonnez-moi, il déclare les revenus de l'année N et déduit les frais kilométriques de l'année N. C'est très clair, c'est très simple, et cela intervient au même moment. Ça veut dire que bien souvent, l'impôt qu'il doit payer, 3 000 à 4 000 euros, 2 000 à 3 000 à 4 000 euros, il est réduit, ou parfois même il disparaît du fait de l'application de ces frais réels. Eh bien, ce ne sera plus le cas désormais. Il devra payer complètement l'impôt et n'obtenir le remboursement que l'année suivante. Vous imaginez les difficultés en trésorerie que ça va représenter pour bon nombre de nos contribuables. Concrètement, mes chers collègues, qu'est-ce qui va se passer au 1er janvier 2019 ? Il va se passer beaucoup de choses. Plus de choses que ne supposent nos compatriotes. En premier lieu, nos compatriotes vont s'apercevoir, fin janvier 2019, toutes choses égales par ailleurs, qu'ils gagnent moins qu'à la fin décembre 2018 et que le montant en bas à droite de leur feuille de paye, c'est ça qui les intéresse, va être réduit. D'un mois sur l'autre, eh bien, la feuille de paye va être réduite. Il y aura donc des surprises, des déconvenues, des interrogations, et cela, mes chers collègues, ne nous le nions pas, peut provoquer une baisse de consommation. Vous allez me dire, dès janvier, dès le printemps 2019, vous allez me dire qu'en contrepartie, ils ne seront plus mensualisés et que, à certains égards, à terme, ça revient au même. Mais à terme uniquement. Dans les premiers mois, ils ne vont pas se rendre compte de cela et ça va provoquer de vraies difficultés. La consommation du début de l'année 2019 risque d'être impactée du fait de cette nouveauté. Mais les effets sur la consommation se feront sentir également au mois de novembre et de décembre, puisque vous savez que pour nos compatriotes mensualisés, on ne paye pas l'impôt en novembre et décembre. C'est en quelque sorte une facilité qui permet d'ailleurs des consommations conséquentes en fin d'année. Eh bien, ceci ne sera plus possible, puisque c'est désormais chaque mois qu'il y aura le prélèvement sur la feuille de paye. Cela aura des incidences très fortes sur un certain nombre de consommations de Noël et sur un certain nombre de filières économiques. Toujours au 1er janvier 2019, nos compatriotes vont aussi découvrir une autre chose plus surprenante. 2 personnes qui travaillent dans la même entreprise
qui occupent des fonctions identiques, avec les mêmes horaires de travail, une ancienneté identique, qui ont aujourd'hui en bas à droite de leur feuille de paye des rémunérations identiques, vont voir sur ces mêmes feuilles de paye à partir de janvier 2019 que les rémunérations seront différenciées. Pourquoi seront-elles différenciées? Puisque interviendra le prélèvement à la source, c'est-à-dire très concrètement celui ou celle qui a des revenus du fait de son conjoint, par exemple, aura une feuille de paye réduite d'autant, celui qui a des charges familiales conséquentes aura une feuille de paye à peu près maintenue. Voilà quelque chose qui est tout à fait surprenant, et vous allez voir, non, c'est pas plus juste, parce que c'est le même travail, à travail égal, salaire égal. Ce n'est qu'après, mes chers collègues, que l'impôt doit régler les choses. Mais pour le moment, c'est pas plus juste du tout. Ou alors vous l'assumerez. En tout cas, c'est très clair, les salaires de la feuille de paye seront différenciés selon l'impôt. Et les gens, ils se comparent. Ils se comparent à la cantine, ils se comparent devant la machine à café, et ils vont constater qu'il y a des divergences un peu surprenantes. Jusqu'à présent, les choses étaient simples. Les ménages n'avaient qu'un seul interlocuteur, le fisc. Avec le prélèvement à la source, il y aura désormais un tiers, l'entreprise, qui collectera l'impôt, qui aura connaissance du montant de l'impôt, qui aura connaissance du taux moyen de l'impôt, et qui déduira du montant des salaires de ses employés l'impôt qu'il reversera à l'État. Voilà, on a introduit un tiers dans quelque chose qui doit relever de la stricte confidentialité. Autre conséquence négative du prélèvement à la source, les contribuables ne seront plus en mesure d'évaluer les charges de leur impôt. C'est parce qu'ils peuvent mesurer le niveau de l'impôt que nos compatriotes l'acceptent ou le contestent. Le prélèvement à la source transforme l'entreprise en collecteur d'impôt sur le revenu. Le salarié percevra ainsi une rémunération nette non seulement de cotisations sociales, nette non seulement de CSG, mais également nette de l'impôt sur le revenu. Demain, il est à craindre qu'il ne connaîtra pas le montant de l'impôt sur le revenu qu'il est amené à payer, pas plus aujourd'hui qu'il ne connaît de fait ni le montant de la CSG, ni le montant des cotisations sociales. Vous allez me dire, il peut les connaître, mais de fait, il les ignore. L'effet de l'impôt avec le prélèvement à la source est d'anesthésier le contribuable, ce qui demain autorisera les gouvernements successifs à augmenter l'impôt, puisque de fait, la charge de celui-ci sera dissimulée. Autre conséquence, au 1er janvier 2019, l'impôt à la source constituera aussi une charge très lourde. Monsieur le Président de la Commission l'a déjà dit, constituera une charge très lourde pour les entreprises qui, je vous rappelle, ne sont pas demanderesses et dont le métier n'est pas de collecter l'impôt. Demain, les entreprises vont en effet collecter l'impôt et aussi le restituer à l'État. Quel est le coût pour les entreprises? Alors, Monsieur le Ministre, vous fondez votre analyse sur un rapport de l'Inspection générale des finances qui fait état d'un coût de 300 millions. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Je rappelle simplement qu'il s'agit d'un rapport d'inspecteurs des finances qui contrôlait des collègues camarades inspecteurs des finances qui sont dans le bureau d'à côté et qu'ils retrouveront le lendemain, si vous voulez. Donc on est dans l'entre-soi. Donc moi, je vous renvoie plutôt à l'étude beaucoup plus sérieuse et objective, puisque réalisée en exploitant les ressources de 500 entreprises, réalisée par le Sénat, par le cabinet de Deloitte, qui estime que le coût pour les entreprises est nettement plus important, de l'ordre de 1,2 milliard. 1,2 milliard, le coût pour les entreprises sur l'année, chaque année. C'est tout à fait considérable. J'ai bien noté la volonté de l'État de dissimuler le coût de cette mesure, mais la meilleure preuve, c'est qu'il y a un problème de coût pour les entreprises, c'est que vous envisagez un amendement pour essayer d'atténuer au moins la charge que cela représente pour les PME. Pour les entreprises, le prélèvement à la source n'est pas simplement un coût, il est aussi un risque, une responsabilité juridique. L'employeur qui devient collecteur d'impôts devient en même temps dépositaire du secret fiscal, comme un fonctionnaire des impôts. Et s'il transgresse le secret fiscal, il est susceptible d'être puni d'un emprisonnement, d'une amende allant jusqu'à 15 000 € d'amende. Alors que l'employeur n'est pas redevable de l'impôt, mais simple collecteur, il risque des pénalités disproportionnées. La responsabilité de l'employeur pourra aussi être mise en cause s'il n'applique pas le bon taux, s'il ne respecte pas en temps et en heure ses nouvelles obligations déclaratives, s'il ne respecte pas le délai de règlement et s'il ne respecte pas l'obligation de confidentialité. Les sanctions possibles, elles sont très explicites, mes chers collègues, sont les suivantes. Non-dépôt de la déclaration dans les délais prescrits, amende de 10% des revenus qui auraient pu être effectués ou déclarés, et 40% en cas de non-dépôt dans les 30 jours de mise en demeure. Inexactitude ou omission, amende de 5% des revenus qui auraient dû être effectués ou déclarés, et 40% en cas de non-dépôt dans les 30 jours de mise en demeure. Retard de paiement, majoration de 5%, toujours pour les entreprises, des retenues non versées dans les délais et application des intérêts de retard.
Vous voyez tout le risque que ça représente pour nos entreprises. Et le risque, il est encore plus conséquent pour les entreprises qui embauchent des CDD ou des saisonniers, parce qu'à chaque fois, il faudra faire le même exercice. Et chaque fois, ce sera compliqué. Donc, on occasionne des difficultés. Imaginez, mes chers collègues, vous avez quand même des circonscriptions les uns et les autres. Imaginez le boulanger, le garagiste, la PME de vos circonscriptions. Il n'a rien demandé, l'agriculteur qui salarie les ouvriers agricoles, il n'a rien demandé. Il va demain assumer un coût et un risque. La majorité précédente parlait de choc de simplification. Vous, mes chers collègues, vous parlez du droit à l'erreur. Ben, vous commencez bien. Vous commencez effectivement très bien, puisque vous allez d'abord compliquer la vie de nos compatriotes, de nos entreprises, de nos chefs d'entreprise. Et plus grave, vous allez polluer les rapports au sein de l'entreprise. Parce que les collaborateurs vont s'adresser au patron, vont dire « Comment ça se fait? Pourquoi ?» Et la négociation salariale va se faire sur le en bas à droite, donc après impôt. Autant de difficultés qu'occasionne une réforme irréfléchie. Cette réforme, en effet, elle ne se limite pas à une ligne supplémentaire sur la feuille de paye. Feuille de paye que chacun s'accorde à vouloir réduire régulièrement. On ne la réduit pas, on l'augmente. N'allons pas croire pour les entreprises qu'il suffira d'appliquer un taux à une assiette fiscale correspondant au salaire, mes chers collègues. Ce sera beaucoup plus compliqué que ça. En effet, le salarié contribuable connaîtra au minimum 2 taux. Je l'ai déjà dit, un applicable de janvier à septembre, calculé sur N-2, et un applicable de septembre à décembre, calculé sur les revenus de l'année N-1. Mais, ça sera le minimum, parce qu'il y aura d'autres taux. Il suffira que la situation familiale évolue, mariage, naissance, divorce, veuvage, etc. L'entreprise devra appliquer un nouveau taux. Avec la réforme du prélèvement à la source, le contribuable va devoir désormais appréhender potentiellement 8 taux sur l'année, à savoir le taux marginal, celui qu'il connaît, celui de son ultime tranche, le taux moyen d'imposition, le taux du prélèvement à la source, plus précisément les 2 taux du prélèvement à la source que je vous l'indiquais tout à l'heure, le taux neutre. Le taux neutre, ça s'applique en particulier à ceux qui démarrent. Il n'y a pas de passé, donc on ne peut pas leur appliquer un taux. Ça s'applique en particulier aux jeunes, donc on leur applique un taux neutre. Donc ça, c'est un nouveau aussi. Le taux neutre s'applique aussi à ceux qui retrouvent le chemin de l'emploi. On espère qu'un certain nombre de compatriotes quitteront le chômage pour retrouver un emploi, mais on leur appliquera un taux neutre, un nouveau taux. Donc. Et puis le taux neutre s'appliquera aussi, j'y reviendrai, aux contribuables qui souhaitent, pour des raisons de confidentialité, faire en sorte qu'on ne leur applique pas le taux réel, mais un taux neutre, quitte à ce qu'ils remboursent par la suite. Nos compatriotes vont aussi découvrir le taux modulé, puisqu'il est possible de demander une modulation de ce taux. Et puis enfin, ils vont connaître le taux individualisé de l'impôt, c'est-à-dire que dans le couple, il pourra être choisi non pas le taux moyen, qui pèsera sur les 2 salaires, je prends l'hypothèse où les 2 travaillent dans un couple, mais un taux individualisé qui sera distinct pour les 2 membres du couple pour des raisons de confidentialité. Vous voyez la complexité. Complexité qui va changer la nature des relations dans l'entreprise. Jusqu'à présent, l'impôt, le contribuable n'interrogeait que le fisc. Demain, il interrogera son entreprise, son DRH. Cette réforme est aussi source d'inégalités, d'injustice. Inégalité entre salariés et non-salariés, puisque les non-salariés, eux, restent sur l'année passée. Donc, ils n'ont pas les difficultés du prélèvement à la source. Ils ont certes un acompte, mais ce n'est pas la même chose. Inégalité aussi en termes, pour nos compatriotes les plus aisés. Aujourd'hui, vous le savez bien dans vos circonscriptions, quand quelqu'un a des difficultés à payer l'impôt sur le revenu, il peut obtenir des étalements, voire, c'est plus rare certes, mais ça existe, des abattements. Eh bien, ceci ne sera plus possible puisqu'il y aura systématisation par le prélèvement à la source. Donc, autant d'attitudes en quelque sorte, pas compassionnelles, mais d'attitudes réalistes à l'égard des compatriotes qui ne seront plus possibles demain. De plus, cette réforme prend très mal en compte un certain nombre de salaires très spécifiques. Très spécifiques. Je parle en particulier des emplois à domicile, puisque là, l'employeur, c'est tout un chacun. C'est tout un chacun. Comment on va faire? Alors, vous imaginez une usine à gaz, etc. On verra ça lors des amendements. Je pense également aux assistantes maternelles, qui sont salariées des familles qui les emploient, mais salariées de plusieurs familles. Comment les familles vont-elles payer en quelque sorte l'impôt sur le revenu de leur assistante maternelle? C'est la vraie vie, ça. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. C'est comme la prime de Noël ce matin chez Bourdin. C'est la vraie vie. Il faut toi-même de temps en temps en parler et voir comment ça se passe. Eh bien, rentrons dedans.
Légalement, autre difficulté très sensible pour des raisons évidentes, ce sont les pensions alimentaires. Pension alimentaire se traduit par une réduction de la base imposable pour celui qui verse la pension alimentaire, par une augmentation de la base imposable pour celui qui la reçoit. Bien, qu'est-ce qui paye le prélèvement à la source? Est-ce que c'est l'ancien mari qui va payer pour le compte de sa femme? Autant de difficultés à peu près insolubles, mes chers collègues, et auxquelles vous allez devoir vous atteler, monsieur le ministre, et en multipliant vraisemblablement les usines à gages. Le changement majeur aussi, c'est que le contribuable va perdre la confidentialité à laquelle il est attaché. C'est très important. Aujourd'hui, le montant de l'impôt du salarié n'est connu que de la seule administration fiscale. Ce ne sera plus le cas de demain, puisque le chef d'entreprise ou la direction des ressources humaines auront une connaissance du taux de l'impôt. Mais par le taux de l'impôt, à salaire égal, on voit bien que certains ont d'autres revenus. Revenus du conjoint, revenus fonciers, revenus immobiliers. Et tout ça, on va le découvrir, ou au moins le pressentir, voire l'imaginer. Il y aura certes pas une connaissance précise des revenus, mais chacun pourra voir ce qu'il en est. Aujourd'hui, ces informations, mes chers collègues, sont protégées au niveau du fisc. Allez dans un service quelconque des services fiscaux, tout cela est tracé. On sait parfaitement quels sont les fonctionnaires du fisc qui ont pu consulter à un certain moment certains dossiers. Ce ne sera plus le cas dans une DRH. Donc, vous voyez la difficulté. Ces informations seront, à bien des égards, dans le domaine public, non protégées. Et mes chers collègues, ces informations seront à la disposition, surtout, de la RH, de la direction des personnels, des ressources humaines. Donc, le même service qui négocie les salaires. Et ça, c'est tout à fait redoutable. On entend déjà, lors des négociations salariales qui auront lieu lors de l'entretien individuel, cette petite musique, ça va pas si mal chez vous. L'augmentation de salaire que vous réclamez, elle est bien évidemment légitime. Mais y a-t-il urgence? On a certains de vos collègues qui connaissent d'autres difficultés chez eux. Voilà la petite musique que l'on risque d'entendre dans nos entreprises. Nos entreprises n'ont rien à voir avec cela. J'ai à l'esprit le propos qui m'a été tenu par une jeune secrétaire de direction très dynamique qui m'a dit les choses on ne peut plus clairement. Moi, j'adore mon patron, mais je ne veux pas qu'il sache quels sont mes revenus. Il n'a pas lieu de le savoir. J'ajouterai que les victimes risquent surtout d'être les femmes, surtout si leur conjoint a une rémunération confortable, et c'est elles qui peuvent souffrir de ces difficultés lors des négociations. Alors vous allez me dire que ceux qui souhaitent préserver ces informations pour choisir d'être imposés peuvent le faire au taux neutre. C'est la faculté qui est ouverte par la loi, taux neutre ou taux forfaitaire. Le salarié contribuable pourra choisir pour anonymiser son impôt, en quelque sorte. C'est vrai. Mais vous imaginez la suspicion que le seul choix du taux neutre provoquera dans l'entreprise. Si vous retenez le taux neutre, si vous le sollicitez, c'est précisément qu'il y a un problème. Et vous imaginez aussi que ce mécanisme forfaitaire sera d'une utilisation très compliquée. Au vu de ce qui est dans le texte, en fait, le taux neutre, il n'est susceptible d'être choisi que par les célibataires, puisque pour les familles, il est autrement plus cher. Donc, il occasionnerait un remboursement, certes, mais l'année suivante. Autant de difficultés sur lesquelles, mes chers collègues, je vous invite à réfléchir. Le prélèvement à la source est aussi une mesure anti-jeune. Anti-jeune, très clairement, mes chers collègues. Alors, aujourd'hui, le jeune qui commence à travailler en janvier, il ne fait sa déclaration sur l'année N qu'au printemps de l'année N+1 et il ne paye qu'en novembre de l'année N+1. Eh bien, très clairement, mes chers collègues, il devra payer tout de suite. Et en plus, il paiera sur le taux neutre, puisqu'on ne peut pas lui appliquer un taux, il n'y a pas de passé. Donc, il paiera sur un taux neutre plus élevé, vraisemblablement dans bien des cas, que celui qu'il devrait payer. Donc, une vraie difficulté pour eux. Le taux neutre s'appliquant dans les premiers mois de l'embauche. Mais il y a aussi une autre difficulté que peu d'entre nous ont vu jusqu'à présent. Il existe actuellement un dispositif qui permet à des jeunes étudiants d'avoir l'équivalent de 3 mois de SMIC d'exonérer s'ils travaillent pour eux-mêmes. Cette exonération de SMIC, par définition, l'employeur ne le saura pas, puisqu'il ne sait pas combien de mois travaille le collaborateur qu'il embauche. Donc, il ne pourra pas l'appliquer. Vous allez me dire, on va rembourser l'année suivante le jeune. Mais comment remboursera-t-on le jeune?
Dans bien des cas, le jeune lycéen, le jeune étudiant qui travaille, il est au domicile fiscal de ses parents. Donc ce n'est pas lui qu'on remboursera, ce sont ses parents. Vous imaginez la difficulté dans ces familles pour isoler ce remboursement dont on ne sait pas très bien à qui il reviendra. Ça aussi, c'est la vraie vie. Hein. C'est comme la prime de Noël, c'est ça, j'ai déjà dit ça. Par ailleurs, l'année blanche, l'année de transition est pleine d'incertitudes. L'année blanche, c'est tout de suite, c'est dans quelques semaines, c'est au 1er janvier 2018. Il faudra malgré tout, dans cette année blanche, faire une déclaration de revenus. Alors, on imposera, cette année ne sera pas imposée, de fait, mais on imposera les revenus jugés exceptionnels. C'est là qu'on aura tout un débat sur la nature exceptionnelle ou non des revenus. Avec un adjectif qui est apparu, c'est l'adjectif qu'on va découvrir les Français, c'est surérogatoire. Une prime sera jugée surérogatoire et à ce moment-là, elle donnera lieu à imposition. Mais une prime normale ne donnera pas lieu à imposition. Vous voyez les difficultés que ça va représenter pour les entreprises, pour les salariés. La retenue et la source, il n'est pas illégitime, une fois de plus, que ces revenus exceptionnels soient imposés, à la condition que ces revenus exceptionnels résultent des décisions du seul salarié. Mais s'ils résultent de décisions de son employeur, je ne vois pas très bien pourquoi ils seraient particulièrement imposés. On va être en pleine insécurité juridique durant cette année de transition. Sur cette année de transition, il est également temps d'informer nos compatriotes sur quelques situations très inquiétantes. Problème en particulier de l'épargne retraite. Chacun cotise, vous savez. Mais quand on cotise, au préfonds, au PERP, au PERCO, etc., il y a des millions de Français dans ce cas-là, hein, on déduit. Mais en 2018, au Madeleine, mais en 2018, on ne pourra plus déduire, puisqu'il y aura une année blanche, en quelque sorte. Donc plus personne n'aura intérêt à cotiser. On va avoir une vraie difficulté pour ces régimes de retraite. J'espère, Monsieur le ministre, qu'on va trouver une solution, parce que sans ça, c'est impossible. La seule solution, c'est qu'on paye au titre de l'année 2019 les avantages de 2019 et les avantages de 2018. Sans ça, on va avoir une vraie difficulté sur ces régimes. La solution qui semble être envisagée serait pire que le mal, puisqu'on pourrait déduire la moitié sur 2018 et la moitié sur le 2019. Donc c'est pire, parce que personne n'aura intérêt, ni en 2018, c'est déjà le cas, mais ni en 2019, de verser au titre de ces régimes d'épargne retraite. La question de l'épargne retraite n'est absolument pas traitée, comme d'ailleurs l'ensemble des questions liées à des réductions de base d'imposition. Vous savez à peu près régler les problèmes de crédit d'impôt, de déduction d'impôt, mais absolument pas les réductions de base. On va avoir un problème aussi gigantesque dans le domaine immobilier. Je prends un cas très concret. Un retraité de l'agriculture, il a une petite maison qu'il loue, il est propriétaire bailleur. Ça lui rapporte 5 000 €. Bon. Il envisage de faire dans l'année, il envisage de faire des travaux pour un coût de 5 000 €. Une année normale, 5 000 € de recettes, 5 000 € de travaux, il ne paye pas d'impôts. Mais il ne va pas faire les impôts en 2018, puisque de toute façon, il ne sera pas imposé sur les revenus de l'année 2018. Donc on va avoir une vraie difficulté pour les travaux immobiliers durant l'année 2018. Je vous rappelle que l'année 2018 va être très compliquée déjà dans les domaines du bâtiment, avec les mesures extrêmement funestes, on a eu l'occasion de le dire, que vous avez prises sur l'APL, sur le Pinel, sur le prêt à taux zéro, et une difficulté de plus que vous allez provoquer. La seule solution, mes chers collègues, c'est tout simplement d'appliquer en 2019 les avantages fiscaux de 2018. Je prends l'exemple du CICE, vous le faites. C'est en fait très comparable. Le CICE, la subvention est calculée sur les charges salariales des entreprises subventionnées versées en N+1. On la remplace par une baisse des charges qui s'applique sur l'année en cours. Et durant l'année de transition, qui sera l'année 2019, le gouvernement a pris le parti de payer 2 fois et le CICE, calculé en 2018, et la baisse des charges sur 2019. Donc ce que l'on fait pour les entreprises, on peut parfaitement le faire pour les particuliers. C'est vrai que c'est un coût pour l'État, mais c'est la seule façon de sortir de la difficulté, mes chers collègues. On le voit, de multiples difficultés dans tous les domaines. Mes chers collègues, ne laissons pas imaginer à nos concitoyens qu'il s'agit d'une réforme mineure et technique, une réforme de simplification. Ça va leur compliquer la vie. Ils vont en quelque sorte verser leurs impôts en 2 temps. L'année N, et puis après les éventuels remboursements. Ils ne s'y retrouveront plus. La lisibilité de l'impôt va être très sensiblement atténuée. Et puis derrière tout ça, je l'ai dit, il y a une menace qui est celle de l'individualisation de l'impôt et la sortie de la familialisation de l'impôt.
menace sur la confidentialité du fait du prélèvement à la source. Je l'ai dit et redit. Rejetez le prélèvement à la source, mes chers collègues. L'année de transition est là aussi ingérable. Je vous invite donc, mes chers collègues, à rejeter cette loi de finances rectificative, à rejeter par là même le prélèvement à la source, à épargner à nos citoyens contribuables une réforme funeste, adopter donc cette motion de renvoi ou adopter au moins les 90 amendements que j'aurai le privilège de défendre devant vous tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président Marc Le Fur. Monsieur le ministre, souhaitez-vous réagir? Monsieur le rapporteur, non plus. Nous allons donc